Ça va tout le monde? Tout le monde est en ligne? C'est bon, on est C'est là. bon. C'est OK. Julie est là. Dominique aussi? Impeccable, je suis là. Impeccable. 8h59, on va bientôt démarrer la première matinale. Tout le monde a bien dormi? Comme des bébés. J'espère que tout le monde nous entend bien aussi. Les participants nous entendent bien. On a si on a des petits... s'il y a des problèmes de micro, que les participants n'hésitent pas à nous le dire sur les questions ou sur le chat. Pas hésiter. Ah, Johanna nous dit, on vous entend très bien. Merci, Johanna. Merci, Merci, Johanna. Johanna. Super. Bon, parfait. Merci, Thibaut. Ah, merci Romain. Romain, restaurant open source que je vous invite à découvrir sur l'île. Bon, bah écoutez, il est 9h. Je suis ravie d'accueillir tout le monde pour cette première de la matinale du social. On va vous inviter à échanger sur les nouvelles obligations concernant les formations de vos salariés, ou peut-être plus précisément l'obligation de conserver l'employabilité de vos salariés. Alors pourquoi cet échange? Parce que c'est vrai que on a tous des salariés, que l'on a depuis un certain temps en entreprise, et ces salariés vaut de l'or pour vous, mais aussi pour le marché du travail. Ces salariés seront forcément tôt ou tard chassés, et en fait, le souhait de tout employeur, c'est d'éviter qu'il y ait trop de turnover. Pour éviter ce turnover, qui a quand même un coût direct et indirect important, il faut absolument penser au bien-être de vos salariés et à l'accomplissement de leurs besoins professionnels. Donc les salariés restent majoritairement en entreprise parce qu'ils ont des perspectives d'évolution intellectuelle et parce que le travail est intéressant. Alors, on parle beaucoup d'obligations de formation, mais vous, employeur, vous pouvez très bien transformer cette obligation comme un atout. C'est pas forcément une contrainte, mais c'est aussi un atout pour votre entreprise, pour le bien-être de vos salariés et pour limiter le turnover de vos salariés. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons 4 intervenants avec de beaux sourires, là, des belles photos avec de beaux sourires. Donc, on a Dominique Launay d'Ancerville, conseiller RH depuis 30 ans, donc 30 ans d'expérience, et 7 ans au juge prud'homme. Raphaël Pérez, Quentin Barré, accompagnement et stratégie RH, cabinet de recrutement. Julie Delannoy, experte en accompagnement développement d'entreprise. Et Marie Lelieur, expert comptable, cabinet d'entrepreneur. Donc, on va rappeler ce qu'est l'employabilité de vos salariés, ce qui s'est passé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, puisque les obligations de formation, ça date pas d'aujourd'hui. Par contre, là, en 2020, on va se retrouver, c'est maintenant. La formation, c'est 2020. Il faut absolument se mettre en règle pour 2020. Vos salariés ont des droits et vous devez réaliser des entretiens professionnels avec vos salariés. Vous devez aussi faire un bilan de formation. Alors, à quoi il ressemble ce bilan? Les modalités et son contenu. On évoquera un point d'actualité lié au Covid-19, c'est-à-dire le FNE formation ou formation gratuite, formation subventionnée par l'État. Et suite à ça, en découlera toutes les interrogations et les explications liées à ce sujet. Alors, qu'est-ce que l'employabilité? Raphaël? Oui, alors, l'employabilité, c'est un facteur clé en entreprise à la fois pour l'employeur et le salarié. Donc, l'employabilité, c'est donc la capacité d'une personne à se maintenir dans un emploi, à retrouver un emploi ou à s'insérer dans un emploi. Finalement, c'est la capacité d'une personne et sa relation entre une personne et un emploi. Cette notion, elle est donc applicable et appliquée à toute personne étant en âge de travailler.
Et cette notion est à partager à la fois entre le salarié et son employeur. C'est presque une obligation morale de l'employeur de garantir l'employabilité de ses salariés, parce qu'il faut rappeler, un employeur n'a pas l'obligation de garantir un emploi, mais il a une espèce d'obligation morale de garantir l'employabilité de ses salariés. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec le Covid-19, puisqu'on a quand même une instabilité au niveau des emplois de nos salariés. Et donc, on doit absolument maintenir leur possibilité de pouvoir être embauchables sur le marché du travail. Exactement, et c'est ce que nous développera Julie à la fin de ce webinaire sur ce qui a été mis en place effectivement par l'État pour garantir l'employabilité avec une des clés qui est la formation. Très bien. Donc l'employabilité, comme je le disais, c'est une responsabilité sociale et morale. Un employeur ne peut donc pas garantir un emploi, mais il peut garantir une employabilité. L'emploi est donc une affaire d'entreprise qui implique directement la responsabilité de l'employeur. Il faut donc inciter les entreprises à gérer les conséquences sociales de leurs décisions stratégiques. Par exemple, je réduis le budget sur tel ou tel secteur de mon activité. Voilà, ça aura forcément une incidence sur l'humain. Renforcer le dialogue social en entreprise, forcément, dialoguer avec ses salariés va aussi permettre aux salariés de comprendre ce qu'il se passe et donc peut-être de trouver les bonnes mesures, les bonnes formations pour garantir l'employabilité de chacun. Et enfin, c'est gérer, c'est prévoir. Ça, l'expert comptable le sait très bien. Gérer, c'est prévoir. Gérer son argent, mais aussi gérer ses humains. Merci. Alors Dominique, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui? Alors, on l'a vu, l'employabilité est au cœur du sujet et c'est d'ailleurs un des éléments de chaque quinquennat, puisque à chaque quinquennat, on retrouve une réforme de la formation. Tel en 2014, le 5 mars, sous François Hollande, nous avons eu la création du CPF, qui est une petite révolution dans le monde de la formation. Et puis, en plus du CPF, a été mis en place l'obligation de faire des entretiens professionnels, des entretiens de carrière, et puis tous les 6 ans, un bilan formation. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Et c'est pour ça que ça nous intéresse, parce que 2014-2020, nous sommes aux 6 ans. Donc, cette année va apparaître les premiers bilans formation. Deuxième quinquennat suivant, Emmanuel Macron réforme de nouveau sur la formation, le 5 septembre 2018, qui va améliorer, modifier un petit peu les modalités de la réforme de 2014 sur le bilan formation. 2019, on s'aperçoit que la réforme de 2014 et la réforme 2018 ont quelques difficultés à se mettre en route. C'est un peu compliqué pour les employeurs. Vient une ordonnance qui va assouplir la mise en place. Attention, j'attire votre attention dès maintenant là-dessus, ce n'est valable que pour 2020. Donc, une des conclusions de ce webinaire, ce sera de se dire que nous avons jusqu'au 31 décembre encore des facilités cette année pour mettre en place le bilan formation. Donc la formation, c'est maintenant, quoi. La formation, c'est maintenant et c'est une année charnière. Tout à fait. Et donc, il y a le bilan de formation qu'on verra après, mais d'abord l'entretien professionnel avec les salariés. Voilà, je le disais, 2014, première réforme qui nous intéresse sur la formation. 3 éléments, CPF, OK. Deuxième élément, l'entretien professionnel, c'est la création. Et celui-ci, en quoi consiste-t-il? Alors, première chose, il faut le différencier de l'entretien d'évaluation. Bon nombre d'entreprises, déjà depuis longtemps, faisaient des entretiens d'évaluation, c'est-à-dire la valeur de la personne par rapport aux tâches à accomplir. Là, c'est tout à fait autre chose.
le bilan professionnel va porter uniquement sur sa carrière. Première Alors, chose, on peut on peut faire l'entretien professionnel, enfin, on peut les faire en même temps, mais alors, les réaliser différemment. voilà, on peut les faire c'est d'ailleurs ce que font, ce que choisissent pas mal d'entreprises, les faire en même temps, mais attention sur 2 supports différents. Alors, il suffit, si c'est sur papier, d'avoir une page intercalaire au milieu, et puis, et c'est tout à fait valable. Dans l'entretien professionnel, il n'est pas obligatoire tous les ans, il en faut 3 sur la période des 6 ans. Alors, soit on le fait tous les 2 ans, soit on le fait tous les ans avec l'entretien d'évaluation, si on a mis en place un entretien d'évaluation tous les ans, ce qui permet de ne pas avoir à gérer la date d'arrivée des personnes, puisque chaque salarié n'a pas été embauché sur la même année, et si on le fait tous les 2 ans, ça peut être un petit peu compliqué à suivre à qui est le tour cette année d'avoir un entretien ou pas. Deuxième chose, le salarié peut refuser l'entretien professionnel, c'est des cas qui peuvent se rencontrer. Ce n'est pas à l'employeur de s'y battre. Par contre, garder la preuve que c'est le salarié qui a refusé. Soit sur l'entretien, il marque refuse de le faire et il signe, soit il veut pas faire ce genre de choses. Et vous lui faites un écrit en disant je prends acte que vous refusez de faire l'entretien. Si l'employé ne contredit pas votre écrit, c'est qu'il l'a approuvé. Et ça, c'est important parce que on pourrait vous le reprocher. L'entretien est en double exemplaire, un pour chaque partie, c'est classique. Et puis, de quoi doit parler l'entretien? Eh bien, de tout ce qui est évolution de carrière possible, de tout ce qui va être VAE, c'est-à-dire la validation des acquis d'expérience, le CEP, Conseil d'évolution professionnelle, le CPF, le compte personnel de formation, etc. Et comme le disait Marie tout à l'heure, possibilité de le faire en même temps que l'entretien d'évaluation. La deuxième création de la réforme, c'est le bilan. Celui-ci doit intervenir tous les 6 ans. Donc, 2014-2020, nous sommes à 6 ans. Tous les salariés qui ont une ancienneté, c'est-à-dire qui ont été embauchés avant le 5 mars 2014, sont assujettis au 5 mars 2020 à un bilan formation. 5 mars 2020, c'est passé, c'est pas grave, nous avons jusqu'au 31 décembre pour le faire. Exceptionnellement, pour cette année. Alors, que va-t-il comprendre? Eh bien, il se fait le plus souvent au cours de l'entretien d'évaluation, c'est le plus simple pour le gérer. Tous les 6 ans, l'identité forcément du salarié. On rappelle les dates des entretiens professionnels, c'est ce qui va apporter la preuve qu'ils ont été faits. Et puis, on fait un bilan sur s'il y a eu de la VE, du CEP, etc. S'il y a eu des formations, et puis s'il y a eu des certifications. De la même façon, on va faire le bilan ou des promotions et ou des augmentations de salaire. C'est un état des lieux qui est confidentiel, qui se fait entre les deux, mais l'un peut reprocher à l'autre de ne pas l'avoir fait, donc il faut en garder une preuve chacun. C'est pas le passeport formation qui est tout à fait autre chose et qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi le faire? C'est simple. Les entreprises de plus de 50, bilan pas fait égale 3 000 € d'abondement supplémentaire sur le CPF par salarié. Ça peut aller très vite si vous êtes à plus de 50. Et si vous ne l'avez pas fait pour un, il y a des chances que vous ne l'ayez pas fait pour les autres. Et puis pour les moins de 50, on pourrait se dire que il n'y a pas de pénalité, donc c'est moins grave. Pas du tout. Le risque, il est devant les conseils de prud'homme. Nous ne sommes jamais, en tant qu'employeur, à l'abri d'un futur prud'homme. Donc on doit s'en prémunir avant. On pourrait très bien y aller sur un sujet de licenciement classique. Le salarié conteste son motif de licenciement.
Celui-ci est réel, vous avez toutes les chances de gagner votre procès de prud'homme, mais la partie adverse n'oubliera pas de regarder toutes vos obligations et de faire état de vos manquements pour montrer comme quoi vous êtes un mauvais employeur. Et à ce titre-là, vous pourriez très bien gagner sur votre motif de licenciement, mais perdre sur le non-accomplissement du bilan. Dominique, nous avons une question justement par rapport à ça pour rebondir sur tes propos. Anne demandait si cette obligation est obligatoire quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, l'obligation du bilan et l'entretien professionnel est à partir du premier salarié. Donc, ça veut dire que si j'ai 5 salariés, j'ai un risque de dommages à intérêts par salarié. Et en fait, finalement, il peut limite être plus élevé que 3 000 €. Alors, si tu as 5 salariés, tu es à moins de 50. Ouais. En conclusion, ton risque, il est prud'homal. Donc, si tu vas en prud'homme avec un de tes salariés, il y a des chances que tu sois condamné sur ce salarié-là, mais pas sur les autres. Pas sur les autres. Lui va porter son affaire à lui. Il faudrait que les autres le fassent. Donc, ça va porter plus sur un. Par contre, tu risques d'avoir plus de 3 000 parce que la partie adverse va se dire, eh bien, la référence, c'est 3 000 €, mais en plus, moi, j'ai des dommages parce que j'ai un préjudice personnel. J'ai pas eu de formation, j'ai pas eu de bilan, etc. Donc, j'ai un préjudice et au-delà des 3 000 qui sont la sanction de référence pour les plus de 50, eh bien, moi, mon préjudice, je l'évalue à 5 000. Et 3 plus 5 égale beaucoup plus. Donc, ton risque, il est peut-être que sur une personne, mais à plus de 3 000. Oui, à plus de 3 000. D'accord. Donc, vraiment prudence, qu'on ait un salarié ou 100 salariés, tout le monde est concerné. Surtout que réaliser le bilan n'est pas compliqué. C'est ce qu'on va voir par la suite, mais honnêtement, c'est un formalisme de plus, mais c'est pas méchant. C'est pas compliqué. D'accord. Alors, je vous disais, il y a eu 2 lois, 2 réformes. Hein. À chaque fois, les 2 réformes obligent à avoir 3 entretiens professionnels de carrière sur les 6 ans. C'est pas un tous les 2 ans, c'est la logique, on est d'accord. Mais si vous faisiez les 3 dans la dernière année, vous avez quand même vos 3. Donc, ça vous servirait pas à grand chose, je suis d'accord, mais c'est possible. À l'absurde, c'est possible. Par contre, la loi de 2014 vous oblige, en plus des 3 entretiens professionnels, à avoir 2 des 3 éléments suivants. Soit avoir suivi une formation, soit avoir acquis un élément de certification à travers une VAE, soit avoir bénéficié d'une promotion ou d'une augmentation salariale. Donc, 2 des 3. La loi classique, vos progressions salariales. Alors, vos progressions salariales, toutes les augmentations individuelles que l'on fait à son salarié, mais aussi les augmentations générales, que l'on donne 1% ou 15% à tous les salariés, et puis l'augmentation du SMIC. Par exemple, pour les salariés qui sont au SMIC, l'augmentation du SMIC vaut une progression salariale, donc un des éléments est déjà accompli par l'augmentation annuelle du SMIC. La loi de Excuse-moi Dominique, du coup, dans la même veine, c'est possible de ne pas faire progresser, de ne pas revaloriser le salaire de son salarié pendant une période de 6 ans? Eh oui, on peut rencontrer des entreprises qui ont embauché il y a 6 ans un salaire et que la personne se retrouve toujours au même salaire. Le contrat, qui est un contrat de travail, est un contrat bilatéral entre 2 personnes. On s'est mis d'accord sur un salaire. On n'a pas dit, à moins que ce soit marqué dans le contrat, que le salaire devrait augmenter. Donc, vous pouvez très bien garder et c'est légal, sauf pour les gens qui sont au SMIC. Et là, qui est le salaire minimum, le salaire minimum peut progresser. Généralement, il progresse 1 fois par an. Et dans ce cas-là, vous augmentez grâce à ça.
Si j'en reviens à la deuxième loi, la loi de 2018, qui normalement éteint la loi de 2014 et la remplace, eh bien là, c'est plus 2 des 3 éléments, mais c'est forcément une action de formation. Mais attention, il n'y a plus qu'un seul élément, mais la formation doit être non obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'une formation non obligatoire? Eh bien, c'est une formation qui n'est pas obligée pour faire votre métier, pour faire votre tâche. Donc, par exemple, je vais en citer un vendeur en jardinerie va vendre des engrais. C'est des produits phytosanitaires. Eh bien, pour avoir droit de vendre du phytosanitaire, il faut avoir la certificat. Donc, on est obligé de faire une formation. On fait la formation, on l'a. Cette formation n'entre pas et ne sera pas prise en compte dans le bilan au titre de la loi de 2018. Mais ça veut dire, et moi, si j'ai envie si un de mes salariés aurait envie d'apprendre le portugais, est-ce qu'il peut? Est-ce que je peux est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Alors, tout à fait. Le portugais, lorsqu'on est cabinet comptable, n'est pas une obligation, c'est un plus parce qu'on peut avoir des clients portugaises, mais ce n'est qu'un plus, c'est pas une obligation, donc ça entre. Et si jamais tu n'as pas de clients portugais, mais que ton salarié projette des vacances au Portugal et veut l'apprendre, eh bien ça entre dans les formations non obligatoires, puisque pour lui c'est un plus au niveau de son employabilité. Et c'est le but de toute la réforme, on l'a bien dit dès le début, c'est de garder l'employabilité, ça lui donne une chance de plus d'avoir du travail pendant 44 ans pour aller jusqu'à la retraite. Oui. Est-ce que je peux imposer une formation à mon salarié? Alors, je ne parle pas forcément du portugais, Marie. Mais on a beaucoup de clients brésiliens, mais bon, voilà. Du coup, est-ce que je peux imposer une formation à mon salarié? Parce que j'imagine qu'il y a des salariés aussi qui sont réfractaires, qui estiment que ce n'est pas forcément leur priorité, ou qui sont, par exemple, plutôt en fin de carrière, qui sont bien là où ils sont et qui n'ont pas forcément envie. Du coup, je vais peut-être avoir du mal à remplir 2 des 3 obligations. Ou, voilà, c'est une question. Oui. Non, mais tout à fait. On rencontre des salariés assez régulièrement qui sont un peu tendus, réfractaires à la formation parce que c'est une épreuve, parce que ils sont pas à l'aise sur les bancs de l'école, parce que de toute façon ils savent le faire, ils n'ont pas besoin d'aller s'embêter à écouter un prof assis, etc. Donc souvent tout un tas de raisons. Alors la formation peut-elle être imposée par l'employeur? 2 cas. Si dans le contrat de travail a été édifié, est écrit que l'accomplissement du métier est soumis à la certifito pour pouvoir effectuer le métier de vendeur, eh bien celle-ci pourrait être imposée. Dans le cas contraire, c'est pas possible. Par exemple, un chauffeur routier, dans son contrat de travail, on spécifie toujours que le permis poids lourd est nécessaire et qu'en cas de perte, il remet en jeu son contrat de travail. Donc voilà. Donc et le permis de conduire est une formation, est un examen. Donc oui, c'est possible si c'est inhérent et déjà est prévu au contrat, si c'est contractuel. Autrement, non. Par contre, à chaque fois qu'il y a un refus, gardez-en une preuve. Et si c'est pas le salarié qui vous l'écrit, écrivez au salarié que vous avez pris note de son refus de faire telle formation, puisque le jour où en bilan on devra vous risquez d'être en défaut de formation, vous aurez au moins cet élément-là pour dire que c'est pas de votre faute. Tout contrat de travail doit être effectué par l'un comme par l'autre de bonne foi. C'est une des conditions du Code du travail. Mmh. C'est spécifié. Donc, ça veut dire en fait que cette obligation-là, c'est plus une obligation de moyens en fait. Il faut que je donne les moyens à mon salarié et à mon entreprise de remplir ces obligations. Néanmoins, si j'ai tout mis en œuvre, il faut que je puisse prouver que j'ai tout mis en œuvre pour satisfaire les obligations. Oui, parce que la contrainte n'est pas autorisée au-delà que si elle a été acceptée par le salarié par écrit dans son contrat de travail en disant je m'engage à suivre telle formation.
Alors justement, Dominique, tu parles de contraintes. On a une question de Philippe qui demande, y a-t-il un format de durée minimale pour la formation d'un collaborateur? Alors, une des idées, c'est une formation doit faire 7 heures. C'est vrai et faux. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce que imposaient les OPCO. Ben, en droit, c'est toujours comme ça. Un coup, il y a la loi, puis l'interprétation, il y a du blanc et du noir. Et donc, on fait du gris. Oui, c'est 7 heures pour que ce soit pris en charge par l'OPCO. Et c'est ce qu'imposaient les OPCO. Maintenant, le Code du travail ne donne aucune durée de la formation. Donc, une formation de moins de 7 heures est une formation totalement valable. Elle ne sera pas prise en charge par les OPCO, mais elle est tout à fait valable. À ce titre, une formation, c'est pas forcément du présentiel, ça peut être du webinar, donc du e-learning, etc. Toutes les formes à travers Internet sont totalement acceptées en formation, et c'est valable et c'est parfaitement valable dedans. Alors, oui, la dernière chose, l'ordonnance de 2019 qui est venue assouplir, puisque c'était difficile, nous dit que pour les salariés présents avant 2014, donc pour lequel le bilan doit tomber en 2020, eh bien, l'employeur a le choix d'appliquer ou la loi de 2014 ou la loi de 2018. La loi de 2014, 3 entretiens professionnels et 2 des éléments suivants, une formation, quelle que soit la formation, un acquis certifiant ou une augmentation ou progression de poste. Et puis, et tout ça avant le 31 décembre 2020. Voilà. Et ça, on est jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous n'êtes pas à jour à aujourd'hui, mettez-vous à jour sur les entretiens, les 3 entretiens, et de choisir, et puis d'aller chercher l'application au choix ou la loi de 14 ou la loi de 2018. Et la loi de 2018 vous impose qu'une formation, mais attention, il faut qu'elle soit non obligatoire, macramée si vous voulez. Merci Dominique. Alors, je pense qu'on passe la main à Quentin. Oui, absolument. Alors, depuis le 1er janvier 2019, on est en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le CPF a évolué. Avant, on avait des heures de formation qui étaient évaluées en volume. Là, maintenant, elles sont monétisées en pièces sonnantes et trébuchantes. Alors, plusieurs changements déjà. C'est que le compte est alimenté chaque année de 500 € TTC, plafonné à 5 000 €. La loi prévoit une distinction entre les salariés qui sont diplômés et ceux qui ont un faible niveau d'études. Ainsi, ceux qui ont un niveau inférieur au CAP, qui n'ont pas un niveau 5 de qualification, bénéficient, eux, de 800 € TTC par an, avec un abondement maximal plafonné à 8 000 €. Ça signifie que, par exemple, dans le cas d'une VAE, le CPF peut permettre aux salariés d'avoir un accompagnement dans le cadre de son VAE grâce justement à ce compte CPF. Alors là, petite particularité de l'usage du CPF pour la transition professionnelle, c'était anciennement le CIF. Le salarié a le droit d'utiliser le CPF dans le cadre de sa transition professionnelle, mais elle doit demander l'autorisation à son employeur. Pas pour simplement savoir si on peut changer de formation, de métier, hein, mais simplement lié à l'absence du collaborateur sur le lieu de travail. L'absence peut être équivalent à 60 voire 120 jours de formation, et donc il faut obligatoirement que l'employeur donne son accord. S'il n'y a pas de réponse, donc je précise bien de réponse écrite et signée de la part de l'employeur dans les 30 jours suivant la demande, cela vaut par défaut acceptation. À l'inverse, si l'employeur refuse, il doit exposer obligatoirement ses motivations. Il doit justifier effectivement les raisons pour lesquelles il ne peut pas
se passer du salarié pendant un nombre de jours consécutifs ou autres par rapport à cette transition professionnelle. C'est pour ça que je pense que c'est important de co-construire avec son salarié la démarche de formation pour que ce soit dans l'intérêt de tous. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Je pense que c'est vraiment important de le faire comme ça. Le dialogue est vraiment au cœur de toute cette démarche-là. On est vraiment dans une relation gagnant-gagnant avec un vrai contrat psychologique. Je rebondis également sur la particularité de cette transition professionnelle. Lorsque le salarié a, par exemple, eu autorisation de son employeur pour réaliser justement cette démarche, il doit ensuite envoyer son dossier au CPIR. C'est la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui est anciennement le FONGECIF. Et en fait, cette commission-là va décider si le salarié pourra mobiliser ses droits CPF avec un remboursement pour l'employeur de la rémunération, des cotisations sociales légales, conventionnelles, etc. Parce que bien évidemment, même si le salarié est en dehors du lieu de travail, bien évidemment, il doit malgré tout percevoir une rémunération. Cette rémunération est remboursée pour l'employeur. Alors, je vois une question qui s'enchaîne par rapport à Marielle. L'accompagnement coaching peut-elle être pris en charge dans un CPF transition professionnelle? J'irais même plus largement. Si une personne souhaite faire une transition pour faire, comme disait Dominique, du macramé ou alors faire devenir cuisinier, ou peu importe en fait. Je dirais que tant que la commission valide et que c'est dans l'initiative et dans la démarche du salarié, ça peut effectivement être pris en charge. Même devenir comptable, quoi. Absolument. En fait. un métier magnifique. Absolument. Et je rebondis également sur la question de Claire par rapport à des formations. Alors là, c'est aussi lié à Dominique, c'est des réponses doubles par rapport aux formations qui sont effectuées au sein de l'entreprise. Est-ce qu'elles sont considérées au même titre que les formations faites dans les centres de formation? Alors là, il y a un double sujet. Si vous avez, entre guillemets, des personnes qui sont certifiées dans l'entreprise, qui font déjà des formations, etc., qui ont la structure pédagogique pour les réaliser, bien évidemment, voilà, vous pouvez faire les formations, mais vous n'aurez pas de remboursement de tiers pour les formations en interne que vous faites chez vous par vos propres salariés. On appelle ça aussi le transfert de compétences, le set de compétences en interne, etc. La montée en compétences en fait de vos salariés. À l'inverse, si vous faites venir du coup des tiers sur votre lieu de travail, pour les formations, donc ça peut être un cabinet extérieur ou autre, bien évidemment, voilà, on peut considérer ça comme cela. Autre élément, les formations faites au sein de l'entreprise, le but c'est de monter en compétences. Donc on a toujours une trace écrite de la participation du salarié, des compétences qui ont été acquises, les conditions, la durée, etc. Et après, on garde bien sûr dans le suivi du collaborateur tout au long de sa carrière. Je veux aussi répondre à la question de Marine. Alors, je suppose que la question, c'était par rapport à l'organisme dans le cadre du CPF, qui doit être obligatoirement officiel. Alors, si vous souhaitez pouvoir faire un CPF, il faut que l'organisme soit bien sûr référencé et déclaré. Ça, c'est obligatoire, absolument. Je vais continuer sur le côté dispositif de formation initiative de l'employeur et du salarié. Là, on a vu l'initiative du salarié qui souhaite changer de formation, qui souhaite changer de parcours, utiliser son CPF, changer de voie. Par contre, il y a une autre possibilité qui est le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc là, on est vraiment avec un CFA, dans une autre démarche en fait, de monter en compétence des collaborateurs. Je précise également que par rapport à cette voie de l'alternance, il y a eu quelques modifications. Et initialement, c'était les chambres de commerce et d'industrie qui validaient les dossiers. Donc, ils validaient les dossiers pour les nouveaux apprentis. Cependant, depuis le 1er janvier 2020, les OPCO ont pris le relais des CCI pour les dossiers d'apprentissage. Et donc maintenant, l'interlocuteur a changé. Cela signifie que pour certains contrats 2019-2020, ou même 2020-2021, il pourrait y avoir un délai supplémentaire par rapport au traitement suite à ce changement. Par exemple, on a le cas d'apprentis qui ont signé leur contrat en septembre pour une formation d'un niveau master, par exemple, qui n'ont toujours pas eu leur contrat de validé, de signé par les OPCO. Oui, on a eu le cas aussi au cabinet. Et donc la conséquence directe par rapport à ça, c'est que vous, en tant qu'employeur,
vous avez des cotisations à payer, vous avez voilà, beaucoup de choses voilà, que vous dépensez par rapport à ce salaire, et vous devez avoir un justificatif lié au contrat de validation. Donc, tant que votre co ne vous l'a pas renvoyé, rassurez-vous, les organismes sociaux sont relativement flexibles et sont à l'écoute. Ils sont avertis du changement de cette évolution-là. Voilà. Donnez le justificatif de dépôt du dossier, donnez le justificatif des échanges de mails pour qu'ils voient que c'est en cours. Et là, oui. Vous aurez un délai supplémentaire. Merci Quentin. Alors Dominique, quelques interrogations et quelques petites explications, enfin disons des précisions sur le sujet. Voilà, donc dans ce qu'on peut se poser comme question, quelles sont les formations obligatoires, pas obligatoires, on vient d'en parler en répondant aux questions. On peut se poser la question sur les habilitations électriques. Bah, si c'est un salarié qui va toucher l'électricité, il a besoin d'un B0, H1, etc. Bah ça devient une obligation puisqu'il ne pourra pas faire son métier sans, donc ça n'entre pas dans les formations possibles au titre de 2019. Donc il faudra se reporter sur la loi, se positionner sur la loi, sur la réforme de 2014. Les entreprises qui sont Céveso ont un tas d'obligations, de formation, pareil, donc tout ça c'est de l'obligatoire, ça ne peut pas entrer et ça ne peut pas compter au titre de 2000, la réforme de 2018. Donc positionnez-vous sur celle de 2014 puisque vous en avez la possibilité jusqu'au 31 décembre. On peut se poser la question sur le CACES et le SST. CACES pour conduire les chariots élévateurs, SST, sauveteur secouriste du travail. Le CACES, ce n'est pas obligatoire. C'est une habilitation supplémentaire, mais tout employeur a la possibilité d'autoriser son salarié à conduire un chariot élévateur. Il lui fait passer un petit test et après il l'autorise. D'ailleurs, le CACES n'évite pas de faire une autorisation de conduite. Hein, surtout si vous avez fait passer votre CACES à vos salariés, à côté, faites-leur sur un papier une autorisation de conduite. Et l'autorisation de conduite, elle est délivrée après un test que vous faites passer. Alors, ça consiste en quoi? Bah, tu montes sur le chariot, tu vas devant, tu tournes à droite, tu lèves, tu sors là. C'est un peu comme le permis bateau. On fait trois petits mouvements et vous l'avez testé. Mais ne faites pas une autorisation sans un minimum de tests. Alors, si ce n'est pas l'employeur qui le fait, vous le déléguez à quelqu'un de l'entreprise, mais faites-le. Parce qu'il y a quand même pas mal d'accidents de pied, on roule sur un pied ou quoi que ce soit, accident de travail, et dans ce cas-là, on regardera si vous êtes en conformité. Donc le CACES n'est pas obligatoire, mais c'est une chose de plus. Le SST, il n'est pas... Enfin, le SST, dès qu'on a 11 salariés, on doit avoir des sauveteurs secouristes du travail, etc. On doit considérer que c'est des formations obligatoires, conclusion, utilisez-les dans le cadre de 2014 et pas de 2018. On est dans le flou, mais on pourrait vous le reprocher. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le e-learning en formation est possible. Et puis à la réponse, et j'ai répondu tout à l'heure au dernier point, c'est qu'il n'y a pas de durée de formation prescrite par le Code du travail, donc 1 heure de formation à travers Internet est totalement valable. Dominique, justement sur les interrogations et explications, on a une question de Sophie qui demande si une hausse du salaire liée au barème conventionnel est considérée comme une hausse de salaire au même titre, par exemple, que pour le SMIC. Alors, tout à fait. Le SMIC, c'est une obligation qui vous est imposée de bouger les gens tous vos salariés qui sont à tel taux horaire. Eh bien, le barème conventionnel, c'est votre salaire bouge, non pas de par la loi, mais de par la convention, qui est une norme juridique au même titre que la loi, qui se dit une norme inférieure, mais qui vous est imposée. Conclusion, oui, votre salaire bouge, donc c'est une augmentation. On ne va pas regarder, en fin de compte, l'augmentation de salaire, on ne regarde pas pourquoi votre salaire bouge.
à l'augmentation, mais uniquement son mouvement. Donc, c'est considéré, oui. Top. Alors, Dominique, augmentation, oui. Ne faites pas de bilan, ne vous précipitez pas à faire de bilan si vous n'êtes pas encore conforme, puisque l'ordonnance de 2019 vous donne la possibilité exceptionnellement de vous mettre en conformité jusqu'au 31 décembre. N'allez pas figer dans le marbre que vous êtes en illégalité, en non-conformité, et que vous risquez 3 000 € si vous avez plus de 50, des dommages et intérêts si vous êtes en moins de 50. Donc, n'allez pas le faire tout de suite. Donc, mettez-vous, profitez de ce qui vous est donné, de faire vos 3 entretiens. J'espère que vous en avez déjà fait 2, mais sinon, tant pis. Vous pouvez vous donner un délai supplémentaire pour faire vos entretiens à travers un accord d'entreprise. Donc, dans ce cas-là, passez un accord d'entreprise pour vous donner, non pas 6 ans, mais une année de plus, pour dire les 3 entretiens seront faits au cours des 12 prochains mois à partir d'aujourd'hui, par exemple. Et puis, ne faites pas votre bilan pour constater une illégalité. Donc, en fait, il faut faire nos 3 entretiens rapidement, d'un coup, en fait, il vaut mieux faire ça. À l'absurde, vous pouvez en faire un lundi, un mardi, un mercredi. Forcément, pour crédibiliser l'employeur, ça va être plus difficile. Mais on a bien dit 3 entretiens en 6 ans, on n'a pas défini de laps de temps entre. Conclusion, les 3 derniers jours des 6 ans, ça serait malheureusement valable. En visio, en entretien avec l'employeur et le salarié? Excuse-moi? Je peux le faire en visio, mon entretien? Ah, mais tout à fait. Un tous pour faire alors, un entretien peut être en visio, et puis, ce qui compte, c'est d'avoir une trace, et la trace, il est ou sur papier, ou sur informatique. Il n'y a pas de formalité, je ne suis pas obligée de convoquer un salarié par mail, etc. Non, mais si tu le convoques par mail, ou si tu le convoques pour faire une visio, ça reste un rendez-vous. Donc, c'est la même chose. Du moment que tu ne le prends pas au saut du lit, c'est-à-dire de façon impromptue. Même s'il est en pyjama, il n'y a pas de souci. Ouais. En vidéo, voilà. Non, mais du moment qu'il a le temps de se préparer et de réfléchir, tu lui fixes un rendez-vous en visio pour faire l'entretien. En ce moment, c'est peut-être l'occasion de se dire, eh bien, la semaine prochaine, on fera notre entretien, et puis vous en faites surtout une preuve signée par les 2 parties et validée par les 2. Et du coup, il y a une trame comme pour l'entretien d'évaluation finalement où tu. Alors, il n'y a pas de trame. Non, il n'y a pas de trame officielle. La loi nous donne uniquement les éléments, hein, l'identité, retracer les éléments de carrière, les augmentations, retracer les formations faites, parler de la VAE, du CPF, au moins expliquer. Donc, une petite définition pour que le salarié sache que ça existe, lui proposer peut-être de l'aider à mettre en route son CPF s'il n'a pas été s'inscrire, etc. Voilà, ça c'est l'entretien. Et du moment que tu as un écrit sur l'ensemble qui retrace ça, mais il n'y a pas de forme particulière et imposée par la loi. Je vais rebondir sur une question qui a été posée par Sophie et Romain par rapport à la situation actuelle du chômage partiel. Où effectivement, dans le cadre de cet entretien, si la personne en chômage partiel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit rémunérer du coup ces heures? Pour faire très très simple, c'est sur les heures travaillées. Si une personne est en chômage partiel, vous pouvez bien évidemment échanger avec elle, la convoquer pendant ses heures travaillées, mais pendant les heures où elle n'est pas censée travailler, donc c'est-à-dire en chômage partiel, elle ne doit pas avoir de contact, entre guillemets. Elle ne doit pas gérer ses mails, elle ne doit pas appeler les clients au téléphone. En tout cas, elle ne doit pas travailler au chômage. Vous voyez? Donc, si vous devez réaliser ces entretiens-là dans cette période qui est très propice, parce qu'on a un peu plus de temps parfois, il faut le réaliser, c'est bien sur le temps de travail. Je précise bien. Dominique, une petite précision qui est demandée par Nicolas. Il n'y a vraiment pas de mention obligatoire sur le rapport de l'entretien?
Si, les mentions obligatoires, je le disais, et on l'a vu tout à l'heure, c'était l'identité, le rapport avec, on évoque la VAE, le CPE, le CEP, le CPF, voilà, donc on a ces mentions-là sur l'entretien de carrière, on lui pose la question comment vois-tu ton avenir, au même poste, pas au même poste, que faire pour atteindre le poste que tu vises, etc. Ce n'est pas de l'évaluation, on va pas dire tu n'en es pas capable. C'est pas l'entretien d'évaluation, mais toutes les mentions qui vont regarder l'évolution possible. Et donc là, c'est vrai qu'actuellement, aujourd'hui, on a quand même pas mal de tensions sociales. Enfin, là, aujourd'hui, on est quand même dans des situations particulières avec des tensions. Donc, c'est vrai qu'on a des risques de contentieux qui sont quand même, voilà, qui peuvent arriver. Si vous êtes employeur, il faut toujours se dire que, enfin, pas vivre dans la peur, mais qu'il y a toujours un risque. L'amour d'aujourd'hui n'est pas l'amour de demain. Donc, bon, voilà. Donc, non, mais partant de ça, que dois-je faire? Alors, d'abord, c'est respecter la loi, ce qui paraît évident, et globalement, elle est bien faite et dans un but louable. Donc, mettons-nous en respect de la loi. Et puis, il faut toujours penser que, si ça se passe mal et que je vais en prud'homme, que peut-on me reprocher? Donc, il y a des choses auxquelles, et celui-ci, le bilan et l'entretien professionnel en sont, c'est quand même assez simple. Puis demander à un employeur de passer 1 heure avec son salarié par an ou tous les 2 ans à réfléchir sur ce que l'un pense de l'autre, ce que l'un espère de l'autre, comment on voit l'avenir, ça ne paraît pas une mauvaise action de management. Hein. Oh, tout à fait. Merci. Et nous obliger à le faire, si on n'avait pas naturellement envie de le faire, eh bien, quelque part, c'est bien. D'ailleurs, une fois que c'est fait, on se dit que ça a été productif et ça arrange souvent pas mal d'incompréhension. Mais de toute façon, je pense qu'il faut prendre. Beaucoup de personnes vont le prendre comme une contrainte, mais c'est pas vraiment une contrainte. Ça peut vraiment devenir un atout pour un entrepreneur, un atout dans le management, dans l'accompagnement de ses salariés, dans la fidélisation des salariés. Alors, on le disait au départ. Nous, notre but d'employeur, c'est de conserver nos salariés. Il faut que nos salariés se sentent bien dans notre entreprise. Donc, de faire un point étape de temps à autre sur ses attentes, nos attentes, notre compréhension, notre accord ou pas, c'est comme dans tout couple, de temps en temps, il faut se parler. Voilà. Donc, la relation humaine, qu'elle soit au travail ou personnelle, elle est toujours basée sur la compréhension des attentes de l'autre. Donc, c'est un bon moment. Et oui, si on veut fidéliser et si on veut garder l'employabilité, nous, notre but, en tant qu'employeur, le but, c'est quand même que notre salarié embauché hier soit encore valable, intéressant, productif demain. Et le monde change tellement et à une vitesse tellement vite que il faut s'accompagner pour continuer l'évolution ensemble. Alors, Philippe nous avait demandé, pardon Marie, un petit coup de pouce, un modèle type à partager, notamment sur un modèle type de rapport pour l'entretien. Hélène te le fera parvenir, Marie, pour que tu puisses le partager à l'ensemble de nos auditeurs. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, il y aura la possibilité de contacter directement les intervenants de ce webinaire si vous avez d'autres questions. Ils restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Hein. Donc aucun problème aussi là-dessus. Et oui, avec grand plaisir. Alors Quentin, nous sommes maintenant sur les clés d'une employabilité réussie. Oui, absolument. Je vais laisser Raphaël répondre sur une bonne petite partie de l'employabilité. Alors, comme Dominique nous le disait, une employabilité réussie, c'est un peu comme un couple, il faut se parler et on a certaines obligations à respecter. Tout d'abord, c'est le respect des obligations légales. À rappeler aussi, comme le disait Julie, que
d'accord, il faut respecter les obligations légales, mais c'est avant tout une obligation de moyens. Donc, loin de nous l'idée d'être terrifié par toutes ces obligations légales en tant que chef d'entreprise qui nous incombe. C'est vraiment une obligation de moyens. Et dans tous les cas, il faut être accompagné. Donc, c'est-à-dire assurer une veille juridique sur les évolutions de la formation. Aujourd'hui, qui peut vous aider pour cette veille juridique? Au sein de votre entreprise, ça peut être votre assistante administrative qui peut gérer cette veille. Ça peut être aussi quelqu'un qui a cette appétence justement pour la veille, pour la formation. Vous avez également devant vous aujourd'hui 4 interlocuteurs. Votre expert comptable peut également vous aider sur cette veille juridique. Donc, vous avez énormément de moyens qui sont à votre disposition, qui ne vous demandent pas forcément du temps, mais c'est vrai, une certaine rigueur et une régularité dans le maintien de cette veille. Et notamment sur les évolutions de la formation, on abordait tout à l'heure la partie e-learning. On voit aussi apparaître le blended learning, moitié présentiel physique et moitié en ligne. On peut avoir des formations qui font 7 heures avec parfois 4 heures de physique et 3 heures en ligne qui sont malgré tout remboursées par les OPCO. Donc, on voit beaucoup d'évolutions ces derniers temps sur à la fois les prises en charge, les contenus de formation. On a aussi de nombreux décrets qui avancent régulièrement, donc il faut être à jour par rapport à ça pour être aussi informé des différentes possibilités. Tout à l'heure, on va voir de belles opportunités qui vont être présentées. Alors, je ne vais pas vous spoiler la suite, mais vous allez voir de bonnes choses à saisir, en tout cas en cette période à l'heure actuelle. Et après, du côté employeur. Alors, une employabilité réussie, pour moi, c'est effectivement une employabilité qui est travaillée de manière collective. Donc, du côté de l'employeur, c'est adopter une réelle écoute active de l'ensemble de ses salariés. Et du côté salarié, c'est être acteur de son employabilité. Il ne faut surtout pas attendre de votre employeur qui vous dicte ce que vous devez faire, mais c'est aussi être force de proposition. On le voyait tout à l'heure, on a parlé par exemple d'une formation en portugais. C'est peut-être pour un de vos collaborateurs un projet de vie d'aller s'installer au Portugal ou ailleurs, d'apprendre l'anglais, enfin peu importe. C'est peut-être un projet de vie, il faut savoir l'écouter parce que peut-être que demain, votre petite entreprise qui est installée dans les Hauts-de-France va très certainement peut-être vouloir s'exporter au Canada et vous serez très heureux d'avoir quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'anglais et qui pourra ouvrir une nouvelle antenne au Canada. C'est un exemple qui, cette fois-ci, permet de lier l'employabilité du côté salarié, mais également les ambitions d'une entreprise. Et bien sûr, l'employabilité, c'est plus qu'une obligation. C'est un réel facteur de performance et développement de votre entreprise. Je fais référence à Christelle qui est dans les participantes, notamment avec Elio qui aborde souvent ce sujet-là, c'est la symétrie des attentions. La symétrie d'attention, c'est lorsque vous, en tant que manager ou en tant qu'employeur, vous prenez soin de vos collaborateurs, vous appliquez une écoute active, vous les poussez, vous les montez en compétences, vous les accompagnez. Eux, à l'inverse, lorsqu'ils seront face aux clients ou dans la gestion de projet, ils vont aussi avoir de l'attention, ils vont faire grandir aussi le client, les partenariats, ils vont les améliorer, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle une symétrie des attentions, d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Je rappelle bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des obligations, certes, mais il y a aussi des obligations ainsi morales, c'est le contrat psychologique. On donne souvent l'exemple où parfois le salarié va nous rendre au centuple parce qu'on a pu l'aider en cas de difficulté par rapport à des congés, par rapport à une garde d'enfants malades ou par rapport à une formation où on l'a un petit peu dépanné. Et bien voilà, c'est aussi un petit peu ça, la relation et la clé d'une employabilité qui est réussie. Merci Quentin. Donc là maintenant, on arrive sur la fin, mais un sujet croustillant, Julie, voilà. Sur le FNE formation. Quel teasing, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Hein. Alors effectivement, on a parlé de formation, de contraintes, de bilan. Sachez qu'il y a aussi des opportunités et des opportunités qui sont aussi mises en place en raison du Covid-19. Le FNE formation existait auparavant. Le FNE, c'est le Fonds national pour l'emploi. Qui dit fonds, dit financement. Et donc, ça consiste en quoi? Ça a été élargi dans le cadre de la crise Covid pour permettre, et dans le cadre d'une mise au chômage partiel massive, pour permettre de faire bénéficier gratuitement à vos salariés en chômage partiel ou total d'ailleurs, d'une formation à distance. On parlait tout à l'heure de e-learning, de blended learning, donc d'une formation à distance prise en charge à 100% par l'État.
L'idée, c'est aussi de pouvoir, pour l'État, de permettre de maintenir l'employabilité et de permettre la montée en compétences de vos salariés. C'est pris en charge à 100% par l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pourrez proposer à vos salariés des formations sans puiser dans leur CPF et sans avoir à contribuer au financement de cette formation. Alors, quelles sont ces formations et à qui ça s'adresse? C'est toutes les formations, toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine d'activité. Seules sont exclues les formations obligatoires, par exemple la formation phyto dont on parlait tout à l'heure, Céveso, etc. Mais sinon, effectivement, la formation portugais pour maintenir son niveau en langue, la formation, enfin voilà, toutes ces formations-là peuvent tout à fait être prises en charge. Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure, et oui, mais quid de mon salarié qui est en chômage partiel? Je ne peux pas lui demander de suivre une formation. C'est sur la base du volontariat, là. C'est-à-dire que votre salarié en activité, en chômage partiel, s'il est volontaire et qu'il est d'accord pour reprendre une activité professionnelle, peut tout à fait suivre une formation à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, dialoguer avec vos salariés. Dialoguer avec vos salariés pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Et c'est d'autant plus intéressant de le faire en ce moment parce qu'effectivement, il y a un éloignement qui fait qu'on est peut-être un peu moins attentif à ce que vivent nos salariés et du coup à ce qu'ils attendent de leur évolution de carrière. Okay. Donc, ça peut être aussi le moyen et l'opportunité là de reprendre contact avec vos salariés pour leur dire, voilà, je t'ai trouvé une formation, est-ce que ça t'intéresse aujourd'hui, demain, dans quel laps de temps? Et là, vous pouvez la faire. Ce qui est hyper intéressant, effectivement, c'est que vous pouvez la faire prendre en charge très facilement. La limite de financement, c'est 1 500 €. 500 €, c'est déjà une belle somme. 1 500 € par action de formation, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire plusieurs actions de formation. Comment on fait? C'est tout simple. On adresse une demande écrite simplifiée. On vous a mis, je crois, la copie d'écran de la demande. Vous voyez, c'est tout simple parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'identifier l'entreprise, d'identifier la formation que vous voulez faire suivre et à qui. Donc là, vous faites le listing de l'ensemble des participants à cette formation. Vous identifiez effectivement l'organisme de formation qui doit être certifié, l'organisme de formation en question, qui va prodiguer cette formation, et vous l'adressez directement, sans mauvais jeu de mots, à la directe. Cette prise en charge et cette demande de prise en charge sera ensuite formalisée par une convention que vous passerez avec la directe. Là, on est sur des délais qui sont très réduits, donc vous pourrez faire prendre en charge cette formation dans un délai réduit. Et effectivement, il y a une urgence, entre guillemets. Vous allez me dire, c'est un peu tard, Julie. Non, c'est pas trop tard. Là, on est en mai et le FNE élargi porte sur la période, effectivement, jusqu'au 31 mai. Le déconfinement, il est partiel. Il sera partiel à partir du 11 mai. Enfin, du moins, il sera progressif, pardon, il sera pas partiel. Donc, effectivement, vous pouvez très bien mettre ça en place, notamment pour vos salariés qui vont reprendre progressivement leur activité. Julie, nous avons une question de Christelle. Est-ce que ces formations doivent être certifiantes? Alors, ces formations doivent être… on peut mettre en place plusieurs types de formations. C'est-à-dire, si je veux faire passer un bilan de compétences, je peux très bien le faire. Un bilan de compétences, ce n'est pas certifiant. D'accord. Dans la formation, il y a plusieurs types de formations. Donc, il y a les actions de formation, il y a les bilans de compétences, il y a la validation des acquis. D'accord. Tout ça, ça peut très bien être intégré dans le FNE élargi. Une petite précision qui est demandée par Hélène. Est-ce que ce dispositif concerne uniquement les salariés en chômage partiel? Non, je peux faire j'ai essayé de remonter, mais effectivement, je peux faire participer également des salariés qui ne sont pas en activité partielle. En fait, l'éligibilité, en fait, dès lors que vous avez un seul salarié en chômage partiel, vous pouvez faire ces formations à tous vos salariés jusqu'au 31 mai. Donc, c'est une particularité, en fait. Donc, profitez-en. Ça veut dire que là, vous avez des formations qui sont, entre guillemets, open bar. Donc, allez-y, profitez-en jusqu'au 31 mai. En fait, allez-y.
Voilà, l'objectif, c'est de, ben voilà, on sait que là, on est dans une situation, une incertitude économique et l'État a envie que les personnes se forment et restent employables sur le marché du travail. Donc c'est pour ça que le FNE a été élargi et c'est pour ça qu'il est à votre disposition jusqu'au 31 mai. Donc utilisez-le. Par ailleurs, il suffit qu'il n'y ait qu'une seule heure qui soit entamée pendant cette période-là pour être éligible. Même si le reste des heures aura lieu peut-être le 2 juin ou 3 juin, peu importe. Exactement. Démarrer avant, c'est bon. C'est une formation entamée. Pour répondre aux questions, je vois si je suis en unipersonnel. Non, ça concerne les salariés. Hein. Ça concerne bien vos salariés. Ça ne concerne pas les indépendants, malheureusement. Je pense que sinon, on a répondu à l'ensemble des réponses. Alors, il y avait une question de Romain qui l'a porté sur une formation dans la restauration. Alors, il parle du ou de la HACCP, qui est une formation qui est obligatoire pour une personne. Romain a fait cette formation. Est-ce qu'il peut la proposer comme formation non obligatoire à ses salariés? Alors, bonne question. C'est défendable puisque il en faut une seule et s'il l'a déjà, mais se posera la question dès que s'il perd la personne qui a cette formation, il va répondre à son obligation parce qu'il a par sécurité formé une deuxième personne et dans ce cas-là, elle sortirait du champ. Alors, est-ce que j'ai été clair? Ça serait possible à condition que l'obligation soit réalisée par un autre salarié. Mais on n'est jamais garanti que le salarié qui remplit donc l'obligation soit là demain. Conclusion, s'il a fait passer à une autre personne et qu'il perd son premier salarié, ce serait, il le remplirait à travers son deuxième salarié. Conclusion, elle deviendrait une formation obligatoire et sortirait du champ. Donc, je ne conseille pas de la considérer comme une formation non obligatoire. C'est un peu comme le SST. De toute façon, toutes les questions, n'hésitez pas à vous rapprocher après des intervenants pour, si on n'a pas eu la possibilité de répondre à toutes les questions, c'est de vous rapprocher directement des intervenants pour qu'ils puissent, pour que vous puissiez en échanger directement avec eux. Ils se sont engagés à vous répondre et donc voilà, n'hésitez pas. Alors, il y avait juste très rapidement, on a sauté la question de Sophie qui est en cas de reprise d'entreprise d'il y a moins de 3 ans, est-ce que la date anniversaire c'est la reprise? Pas du tout. La reprise d'entreprise, c'est l'ancien L122.12, aujourd'hui 1934, qui dit il y a continuité des contrats de travail. Donc l'ancienneté, elle date bien, l'ancienneté de votre salarié, elle date bien de sa date d'embauche par l'ancienne entreprise. Conclusion, vous pouvez très bien avoir repris une société cette année et être au bout des 6 ans. Et si la haute société n'a rien fait, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire vos 3 entretiens, une formation, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pas un nouveau contrat de travail, c'est le même contrat de travail. Donc, c'est la date anniversaire de l'embauche. Merci Dominique. Alors, Raphaël, peut-être sur les conséquences d'un salarié heureux? Effectivement, pour conclure sur une jolie note positive et pour qu'on puisse ressortir de ce webinaire avec un joli sourire, quelles sont les conséquences d'un salarié heureux? C'est déjà avoir un entrepreneur qui est heureux. Tout simplement, donc c'est d'avoir le pilote, le capitaine du bateau qui est heureux. Avoir un salarié heureux, comme le disait Quentin, c'est ce qu'on appelle aussi la symétrie des attentions. Donc c'est l'augmentation de la satisfaction client. Si je suis content d'aller au travail parce que je sais que mon employabilité est garantie, parce que je sais que je suis accompagnée, parce que je sais que ma montée en compétence est réelle, je vais aussi le faire transparaître auprès de mes clients. Un salarié heureux, c'est une entreprise heureuse, mais c'est aussi une entreprise qui dépense moins parce qu'elle a capitalisé sur les bonnes personnes, sur les bonnes pratiques. Donc, elle dépense moins en management car elle a su avoir les bons conseils et les bonnes pratiques RH en amont
Et je pense, et enfin je l'espère que vous le percevez comme ça, que c'est aussi le but de la mise en place de ce webinaire, donc sur la matinale du social, c'est de vous donner les bonnes pratiques pour être tous heureux également au travail. C'est un gain de temps pour tout le monde, que le salarié soit heureux parce qu'il a rapidement monté en compétences et il est donc autonome dans ses tâches. Et enfin, c'est une image à la hauteur de ce que souhaite l'entrepreneur et le salarié. C'est simplement refléter l'âme de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, on est tous sourires sur le sujet du bilan de formation. Donc, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ça vous a plu pour cette première matinale du social. La prochaine sera sur le sujet des congés payés et donc aussi lié à l'actualité au Covid-19 que l'on fera début juin. Donc voilà, donc je remercie Dominique, Raphaël, Quentin et Julie pour leurs interventions et voilà, et j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on change des choses dans le format pour que l'on s'améliore et pour que l'idée c'est de vous faire passer des messages pratiques, efficaces, simples et voilà. Merci à vous. Pour répondre juste à une dernière question, le webinaire a bien été enregistré et une rediffusion sera possible. Oui, tout à fait. Et il y a un replay qui va, tous les participants auront un replay et ceux qui n'ont pas pu y participer auront le replay aussi. Ce sera envoyé automatiquement par mail. Et dans tous les cas, s'il y a le moindre problème, vous nous envoyez un mail ou alors les intervenants sont sur LinkedIn. Vous pouvez leur faire des messages sur LinkedIn et normalement, vous avez leur adresse mail aussi. N'hésitez pas, ils m'ont assuré pouvoir vous répondre avec grand plaisir. Voilà. Voilà. Posez des questions, on vous répondra. Merci en tout cas. Et puis, ravi d'avoir fait cette première matinale avec vous tous. Et puis, on se retrouve début juin pour le sujet des congés payés. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée, bon confinement. À bientôt. Au revoir. Restez chez vous.